DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux et aussi des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est toujours cette déclaration ou ces propos de Paul Kagame en France, où il se retrouve, où il séjourne, bien évidemment, dans le cadre du sommet, qui a même vu le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, débarquer aussi en France. Alors, Paul Kagame, devant les médias français, a tenu des propos qui ont choqué. Il a très clairement montré, en tout cas, son animosité face au prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, le docteur qui a beaucoup fait et qui milite aujourd'hui pour l'instauration en tout cas d'un tribunal pénal pour la République démocratique du Congo pour punir tous ces criminels qui ont commis des crimes dans notre pays. Vous savez, Denis Mukwege est en tout cas l'un des témoins qui a vécu les massacres et surtout les massacres des femmes, puisque c'est lui-même qu'on appelait en tout cas les réparateurs des femmes qui soignaient ces dames-là. Comment comprendre cette animosité de Paul Kagame, président rwandais, face à ce compatriote congolais? Et est-ce que Paul Kagame, qui s'est exprimé en faisant part à l'opinion internationale de l'échec de la MONUSCO, qui est en République démocratique du Congo depuis 20 ans, et qu'est-ce qui se cache derrière cette déclaration? Est-ce que Paul Kagame, malgré qu'il a dit soutenir l'état de siège, mais qu'il aurait peut-être un agenda caché au cours de cet extrait de cette émission que nous allons vous proposer, d'analyse, bien évidemment de l'actualité aussi. Le journaliste Dou-Jésus Beledou nous fait une révélation comme quoi, dès au lendemain en tout cas de l'état de siège qui a été décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, Paul Kagame aurait écrit au Vatican pour lui faire part de ses inquiétudes par rapport au Banyamulenge en République démocratique du Congo. Incroyable, n'est-ce pas? Si cette information s'avère vraie. Pourquoi doit-il écrire pour s'inquiéter des compatriotes congolais chez nous, alors que lui n'est que rwandais? Des problèmes de la République démocratique du Congo ne le concernent pas. Est-ce que s'il y a un problème du côté de l'ouest du pays, ça va émouvoir Paul Kagame? Que cache toutes ces histoires? Qu'est-ce qu'il entend faire? Parce que ces déclarations en France, d'abord, il s'en prend à Denis Mukwege qui sollicite, notamment, on le sait, que l'instauration d'un tribunal pénal pour la République démocratique du Congo, parce qu'il y a eu très certainement génocide et le nombre de morts en RDC dépasse de loin le nombre de morts du côté du Rwanda. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est une question que nous sommes vraiment en droit de nous poser. Alors je vous propose que nous partagions en tout cas ces quelques minutes d'analyse et notamment suivre les explications de Dou-Jésus Beledou. Pourquoi Paul Kagame est dérangé par l'état de siège, par Denis Mukwege, mais également par la MONUSCO? Je pense que c'est une analyse pertinente que j'ai estimé bien de partager avec vous. Évidemment, après nous allons revenir pour poursuivre, conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Kagame qui dégaine, est-ce que vous êtes surpris d'abord par cette position du président rwandais? Non, je crois que je ne suis pas surpris, et parce que Kagame a toujours tenu cette position il y a de cela 15 ou 20 ans aujourd'hui. Pour Kagame, les 14 millions de morts dans l'est du pays
ne représente rien par rapport aux 800 000 morts du génocide rwandais, c'est tout à fait normal. Kagame est président du Rwanda, il n'est pas président de la République démocratique. Il ne peut que plaider pour sa chapelle. Il ne peut que prêcher pour sa chapelle, d'ailleurs il le fait très bien. Serge, ce qui aurait étonné dans cette histoire, c'est de voir Kagame dire effectivement je suis concerné par le rapport mapping, non seulement que je suis concerné par les rapports mapping, je soutiens l'instauration d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, afin que moi, Kagame et les militaires que j'ai envoyés venir répondre et condamner. Ça, c'est ce que le Congolais voulait entendre. Mais non, soyons sérieux, ne réfléchissons pas par émotion. Et donc, je crois que Kagame est dans une politique de confrontation. Ça, je dois le dire. Et je crois qu'effectivement, il l'est vraiment. Il veut maintenant amener la RDC et le Rwanda à s'affronter directement, physiquement. Tenez. Au moment où nous faisons cette émission, il y a une correspondance, nous sommes journalistes, où Kagame saisit le Vatican. Il saisit l'Église catholique lorsque la RDC a décrété l'état d'urgence pour dire nous avons des Banyamulènes au niveau du Grand Kivu, du Nord Kivu, mais nous craignons avec l'état d'urgence qu'il les massacre. Lui, il va plaider pour une communauté qui n'est pas la sienne. N'est pas la sienne. C'est une être cessant, entre guillemets, qui est censé ne pas être la sienne. Voilà, qui est censé ne pas être la sienne. Il y a déjà des velléités. Alors, lorsque je vois un autre discours incendiaire tenu par Kagame ou en France, il dit... L'émilé est très bien choisi. Hein? L'émilé est très bien choisi, et c'est symbolique sur le plan diplomatique. Et il tient un discours pareil sur France 24 pour dire, d'abord, le rapport mapping est contesté, il prend même parti pour les officiels congolais, est contesté par quelques officiels congolais, et comme le Rwanda. Ça, c'est symboliquement, ça veut dire quoi? Symboliquement, ça veut dire Kagame se sent concerné par ce rapport et se sent dans une position d'un lion qui est blessé sur le plan diplomatique, parce qu'il faudrait mettre l'offensive diplomatique de Tshisekedi au-delà de sa casquette du président de l'Union africaine aujourd'hui. Kagame, conscient de cela, conscient des enjeux internationaux et nationaux, il comprend que la dynamique est en train de jouer en sa défaveur et il doit mener un affront direct. Voyez-vous, ça c'est de 1. De 2, Kagame, on a toujours vu Kasereka, l'ambassadeur qui aurait d'ailleurs une mère congolaise et un père en croire un père rwandais. On a vu ces messieurs comment il a craché plusieurs fois sur les morts du 1998 du Sud Kivu. On a vu comment ces messieurs a eu des positions ténues vis-à-vis de notre prix Nobel de la paix, Mukwege. Mais aujourd'hui, les masques et les voiles viennent de tomber. On connaît que l'ennemi ou l'adversaire ou l'ennemi direct, je vais utiliser ça comme ça, de notre prix Nobel de la paix, ce n'est pas Karega l'ambassadeur, ce n'est pas qui que ce soit, c'est Kagame. Kagame a pratiquement apostrophé le docteur Denis Mukwege. Il a remis en cause la communauté internationale, qu'il a remis un prix Nobel de la paix pour un combat. Pourquoi Kagame s'acharne sur notre prix Nobel de la paix? Serge Kabongo, je le dis toujours. Pourquoi je termine par là. Pourquoi? Il y a trois catégories de Congolais à considérer au moment où nous faisons cette émission. La première, il y a ceux qui pensent, poser la question à tous les Congolais, ils vous diront, pour la plupart, je ne voulais pas le Rwanda. Pour quelle raison? Parce qu'on les a dit pendant des années, 20 années aujourd'hui, que ce qui se passe dans l'est du pays, toutes les rébellions, ce sont les Rwandais qui sont à la base. Ça, c'est sans analyse. Et ils sont catégorisés comme ça. La deuxième catégorie de ces Congolais-là, ce sont des Congolais qui sont Congolais, mais qui se sentent un peu concernés par ce qui se passe, les malheurs des Congolais ici, en République démocratique du Congo. Je fais allusion à ceux qui sont venus avec M. Laurent Désiré Kabila. Certains d'entre eux, vous l'avez dit. Certains d'entre eux, pas tous, certains d'entre eux. Parce qu'on le sait, ça c'est un secret pour les Chiliens, la rébellion a été ramenée par un général rwandais qui aujourd'hui se trouve être, je crois, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Kabare James. Et donc, autour de lui, il y avait cette rébellion-là, les Congolais proches du Rwanda, etc., qui, avec les RCD et les autres, ont composé pour créer les frères de ceux d'aujourd'hui. Voilà, cette catégorie-là. Et il y a aussi... Quel est le rôle de cette catégorie par rapport au rapport mapping? Le rôle de cette catégorie, ce sont des Congolais, justement, qui sont Congolais,
mais qui sont concernés, qui sont cités dans ce rapport. Et qui adhèrent à la thèse rwandaise. Voyez-vous, et lorsque Kagame dit, même le rapport mapping dont parle ici, contesté par les Congolais, contesté par les officiels congolais, ce sont les Congolais du RCD. À ceux-là, et de la fois de RCD. Je ne dis pas de RCD, certains Congolais. Je dis certains Congolais qui se sentent concernés et dont leur avocat se trouve être de ces côtés-là. Je ne sais pas. Dernière catégorie ou terminer? Et la dernière catégorie, je dis, entre les pour et les contre Serge Kalabongo, il y a les séries au milieu. Oui. Et c'est la catégorie justement du docteur Mukwege. Mukwege n'est pas un politique. Mukwege, c'était un médecin, c'était gynécologue. C'est quelqu'un qui a assisté au massacre des femmes, les femmes qui sont bâillonnées, violées, violentées, éventrées. Et il a assisté à ça. Et il a tel un collier porté ce combat. Il dit, je ne sors pas d'ici, je vais mourir avec ces femmes ici. Voilà pourquoi la MONUSCO l'a protégé. Oui. Et donc, lorsqu'il assiste et il en fait un combat pour réclamer un tribunal de paix, un tribunal pénal international, comme d'ailleurs Kaboul l'a fait, aujourd'hui, on tourne les armes contre lui. Je prends les Congolais à témoin. Si malheur arrivait à notre prix Nobel de la paix, la communauté nationale et internationale, Serge Kalabongo, il faudrait pointer directement du doigt de M. Paul Kagame qui a cité le nom de notre prix Nobel de la paix. Très bien, ça c'est l'analyse. 3 dimensions de Doudou Jésus Beledou. Je me demande, est-ce que ce sont les éléments objectifs que Doudou Jésus a donnés? Je suis tenté d'être convaincu. Pourquoi Kagame s'attaque tellement-il à Mukwege, non simplement lui, son ambassadeur ici, et c'est vraiment les négationnismes, les dénis du génocide congolais, et pourtant lui, il sait que avec sa communication, il a vendu les génocides rwandais, et aujourd'hui, la communauté internationale est aveuglée et se sent culpabilisée, ne sachant même plus demander à Kagame de faire respecter les droits de l'homme et la démocratie dans son pays. Exactement, Serge Kalabongo. Je vais aborder ces sujets à 2 volets. Les premiers volets, je condamne. Déjà que Kagame s'est attaqué à notre prix Nobel de cette manière, et je remercie et j'encourage les compatriotes qui sont en train de soutenir les prix Nobel, qui ont revendiqué à propos. Mais pour ce qui est de Kagame, sa sortie médiatique, au-delà de tout ce qu'on peut dire, il est tout à fait normal que Kagame réagisse de cette manière, pour 2 raisons. La première raison, c'est son pays qui est accusé par le monde extérieur. La deuxième raison, c'est son armée qui est mise en cause, où lui, il est le commandant suprême. En d'autres termes, indirectement, il est impliqué dans cette histoire. Donc c'est tout à fait normal qu'il prêche pour sa propre pour son propre pays. Et maintenant, écoutez, souvenez-vous des États-Unis d'Amérique. Ils n'ont jamais reconnu dans ces pays qu'ils ont été à la base de ces crimes qui s'est passé en Afghanistan et en Irak. Ils ne reconnaissent jamais. Quand vous allez ici la Turquie n'a jamais reconnu les génocides arméniens. Les pays qui reconnaissent ça, tu es l'ennemi direct de la Turquie. La France n'a jamais reconnu, n'est-ce pas, son implication dans les génocides rwandais. Donc vous comprenez que chaque pays, c'est à nous maintenant de développer les mécanismes et les discours, voilà, pour attirer maintenant la communauté internationale, attirer les pays voisins, à faire quoi? À entrer maintenant dans cette logique que nous voulons qu'il y ait un tribunal international ici. Et que si on se met à se plaindre, comme vient de le faire mon cher Beledou, pendant que nous on se plaint, nous ne sommes que des simples journalistes, et le gouvernement est resté silencieux. Les présidents de la République, en diplomatie, Serge Kalabongo, il y a ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Kagame a dit ceci, et nous aussi nous devons parler. Qu'attend le gouvernement congolais pour réagir? Est-ce que le président de la République, est-ce que Félix n'est pas peut-être en position difficile tout en étant président de l'Union africaine? Il est censé fédérer tous les chefs d'État. Est-ce qu'il a interdit à Gauthier de parler ou bien interdit à Kaboul, ou il a interdit à Sama de parler? Mais écoutez, au-delà d'être président de l'Union africaine, il est président d'abord de la République démocratique du Congo. Et on a un gouvernement qui gère au quotidien. Ils peuvent se saisir de ces dossiers. Vous avez vu un ministre de la Justice qui pouvait se saisir de ces dossiers, éclairer l'opinion sur cette question. Donc, il faudrait dire que ici, en diplomatie, il y a ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Quand quelqu'un dit ceci, toi aussi tu dois le dire. Il y a quelque part ce côté-là de faire peur à l'adversaire. Mais ici, nous constatons qu'il y a un silence du côté du gouvernement congolais. Personne n'en parle et on est là en train de se plaindre. Et Gauthier, la voix de Gauthier, la voix de Beledou, c'est vrai, nous parlons, mais ça va pas être fort. Alors, écoute, attendez, il suffit de parler pour parler
avec un discours qu'on va mettre dans la bouche du président, Vantaguer, pour qu'on sache, Félix a parlé, on l'applaudit, ou bien nous devons, comme vous l'avez dit, développer les mécanismes, comme le fait Denis Mukwege. Déjà, quand vous voyez cette réaction de Kagame, c'est-à-dire quelque part, les choses bougent en notre faveur. La force du Rwanda, ils ont des lobbyistes sérieux et forts. Ça, on doit les reconnaître. Ça, ces côtés-là, la RDC, elle est un peu faible. Nous devons développer ces mécanismes, avoir des bons lobbyistes, mais pas sur toutes les questions, afin de mettre les moyens que la question de ces génocides soit portée aussi dans des grandes réunions du monde et qu'on prenne ça au sérieux. Les 8 millions, si c'est les 7 millions rwandais, on en parle partout. Et plus de 8 millions, on sait pas. Mais nous fait quand même ce travail. Nous fait ce travail, mais il faudrait. C'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait que les gouvernements aussi s'y mettent. Il faudrait qu'on mette des moyens. Il faudrait qu'on engage des lobbyistes sérieux. Que ces mécanismes-là soient activés le plus tôt possible pour que nous puissions arriver à voir ce tribunal. Si on continue à se taire, à encaisser, on ne resterait que là en train d'encaisser. Et d'ailleurs, souvenez-vous d'une réunion au Conseil des Nations Unies, il y a même l'ambassadeur burundais qui avait plaidé pour la cause de la RDC. La vidéo circule sur la toile. Donc vous comprenez que c'est quelque chose de connu, mais il y a une faiblesse de la part de notre diplomatie. Il faudrait activer cette diplomatie, mettre des gens performants afin d'aboutir à avoir un tribunal ici. On a peut-être ces principes, on dit chez nous dans la diplomatie, une sorte d'hypocrisie. C'est-à-dire les chefs de l'État, il les voit, il regarde, mais il attend les moments propices, il va sortir son marteau et écraser Kagame. Oui, c'est ce que disent souvent ceux qui sont proches des chefs de l'État, parce qu'ils sont en train de comparer cette question à la question du FCC. Non, la question du FCC, c'est une question interne, c'est une question qui demande beaucoup d'intelligence et beaucoup de stratégie. Gauthier va se calmer. Il ne suffit pas de réagir. Organisons notre armée, organisons notre administration. Je dis toujours, l'émotion est nègre, bien que c'est péjoratif, mais la raison est hélène. Les gens réagissent par émotion. C'est comme si on discutait Wenge, Ouera et JB. Wenge va finir Ouera. JB finit dans sa gala. Non, on parle de l'État. En relation internationale, il y a un principe. On dit les pays sont de monstres froids. C'est-à-dire, autrement dit, il n'y a que des intérêts. Et Félix Tshisekedi qui est le premier d'entre nous, s'il vous plaît, est mieux informé que quiconque. Par rapport au rapport de force des enjeux, au rapport de force qu'il y a là. Justement, vous savez, il vient d'évoquer un terme que j'ai aimé, il faut développer les mécanismes. Mais effectivement, je te rejoins, il faut développer les mécanismes, et les mécanismes sont effectivement en train d'être développés. Là, on n'est plus au discours, cher Gauthier, là où il y a la pratique. Vous savez pourquoi le Rwanda s'agite aujourd'hui? C'est parce que, enfin, après plus de 20 ans, aujourd'hui, des massacres dans l'est du pays, il y a une solution qui donne de l'espoir, l'état d'urgence et l'état de siège. L'état de siège fait mal au Rwanda que tous les autres pays africains. Pourquoi? Je m'en vais sur le plan économique. Sur le plan économique, le Rwanda... Kagame a dit qu'il appuyait derrière les... Non, il faut pas s'en tenir au discours diplomatique, cher Serge. Je vous ai dit ici, en diplomatie, il n'y a que les intérêts. Kagame, je le dis en termes, c'est un lion qui est blessé et qui cherche des mécanismes pour cicatriser ses plaies et voir comment il va encore se rebondir. Qui ne sait pas que les rébellions de l'Est du pays, pour la plupart sont des rébellions rwandaises. Les rapports Mapinguer accusent les rébellions rwandaises avec à la tête Kagame qui finance ces rébellions. Et donc, il faut savoir que sur le plan économique, le Rwanda a une société d'extraction du coltan. Mais le Rwanda ne produit pas le coltan. Premier producteur du coltan. Mais le coltan du Rwanda vient d'où? C'est l'état de siège qui mettra fin à cela. Mais non, je vous l'ai dit, avec l'état de siège, oui, on ne peut plus procéder à l'extraction illicite du pétrole dans l'est du pays. Aujourd'hui, sur le plan économique, s'il vous plaît, sur le plan économique, l'or de la République démocratique du Congo, l'or, près de 600 millions. Je crois que demain vous allez recevoir les économistes, ils vont vous le dire. Posez la question à Gabi Kouba qui sait sur ce créneau-là. 600 millions de l'or congolais extrait dans l'est du pays traverse pour le Rwanda l'or. 600 millions. L'or. C'est l'état des sièges qui met en place. S'il vous plaît, j'en viens, laissez-moi cheminer. Je veux que soyons élégants dans le débat. Quand vous aurez la parole, vous aurez le temps de me contredire. Et donc, sur le plan économique, il n'y aura plus ces transactions illicites. Ah oui. Parce que l'armée congolaise et la police qui gèrent désormais les frontières, et ce n'est plus l'administration civile. L'administration qui a été de ce côté-là, qui a été entachée de beaucoup de faiblesses, on l'a décrié, on va le constater aujourd'hui avec
l'administration militaire, déjà, le gouvernement militaire vous dit qu'il y a une mobilisation des recettes. Est-ce qu'ils sont là-bas pour mobiliser les recettes? Mais comment ils ne vont pas les mobiliser dans la mesure où on a bloqué les voies mafieuses? Ce sont des choses qui arrivent de manière automatique. Je vais prendre un exemple banal. Pour terminer. Je termine. Oui. Vous savez, aujourd'hui, la DGI a mobilisé 70% des recettes. Oui. Grâce à une partie financière des DG. C'est juste on a bouché les trous. C'est automatique et tant pendant une période de Covid-19. Et donc, dans l'Est du pays, sur le plan économique d'abord, l'armée va chasser les groupes armés dans des sites miniers. Je vais vous dire une chose. Oui. Je vais terminer par là. Les ADF, tous ces mouvements rebelles-là, en réalité, c'est pour dire les choses en face. Ce sont des gens qui contribuent à l'enrichissement du Rwanda. Tout ce qu'ils font là, c'est pour les pays du Rwanda. Ils prennent en RDC, les montants, etc. Ils vont remettre le Rwanda. Ça, c'est clair. Et moi, je vais plaider en faveur d'un état de siège prolongé pour le Sud Kivu. Merci beaucoup. Il doit y avoir un état de siège pour le Sud Kivu pour non seulement mettre fin au massacre, au meurtre des Congolais, mais aussi boucher toutes les transactions illicites des minéraux congolais qui ne bénéficient pas aux Congolais de Rwandais. Merci beaucoup. Rapport mapping, je rappelle pour les étudiants et les élèves qui nous suivent, ces rapports devraient déjà totaliser 11 ans, cette année, 11 ans. 10 ans, c'était l'année passée. On a même célébré la 10e année. Je crois même à l'époque, j'étais avec le docteur Denis Mukwege qui avait demandé aux Congolais de pouvoir s'approprier ces rapports pour la postérité et qu'il faudrait qu'un jour les responsables puissent en répondre. Exactement. Ce que j'ai aimé, et vous ne pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est ce que Kagame a dit. Jamais Tshisekedi l'a dit, jamais Kabila à l'époque l'avait dit. Pour Kagame, il n'y a pas de dire redimensionnement de la MONUSCO. Kagame a dit clair en France, et ça sera l'objet de plusieurs débats au Conseil de sécurité, tout comme à l'Union européenne. Pour Kagame donc, la MONUSCO a échoué. Vous êtes d'accord avec lui? Tout à fait d'accord, parce que la mission, c'est quoi la mission de la MONUSCO? La mission de la MONUSCO, c'est de protéger les civils. Ouais. On continue à tuer les civils qui à l'est du pays. La mission de la MONUSCO, c'est de stabiliser les institutions de la République. Est-ce qu'on peut parler encore des institutions stables ici en République démocratique? Ça, nos chefs ne le disent jamais. Exactement, il y a échec. Il y a échec sur cette mission. Mais je vais rebondir sur ce que venait de dire mon cher ami Jésus Bélédou. Il faudrait d'abord qu'on sache que depuis lors, il n'y a que les militaires qui gardent les frontières. Nous devons être d'accord avec ça. Tout autour, donc aux extrémités, les frontières ont toujours été gardées par les militaires. Soit c'est la police, soit c'est l'armée. Il n'y a pas de civils là-dessus. Et quand vous parlez de l'état de siège qui est venu, c'est pas moi, arranger ou améliorer. Oui, les méthodes changent. Ça change, je vous dis. J'ai déjà vécu dans une ville où il y a état de siège. Là, on nomme les gouverneurs militaires. Je vous dis, ça change sensiblement. Sur le plan économique, ça c'est une autre question. Vous parlez de troupes qui viennent piller nos fichiers. Mais ce sont nos frères. On instrumentalise. C'est la guerre asymétrique. Nous n'avons pas une armée rwandaise ou burundaise qui vient nous attaquer. C'est d'où le sens de nos frères qui vivent toujours dans la société. Vous dites la même chose. On instrumentalise. Mais il ne faudra pas ici, faire de la madame. Quand vous dites que l'économie, et vous voyez que Kagame est agité parce que les cotons, patati, patata, et que c'est l'état des sièges, moi ça, je ne reconnais pas ça. Parce que l'état des sièges ne veut pas dire que il faudrait chasser tout ce qui sont dans des mines, tout ce qui parce qu'il y a des, il n'y a pas de documents jusque-là que le gouvernement ou que le ministre des Mines a pris pour interdire l'extraction des minéraux. Il n'y en a pas. Ce que vous dites là, je sais pas. Vous n'avez pas informé que les hélicoptères descendent dans le de la MONUSCO, bien sûr. De la MONUSCO. On parle des hélicoptères de la MONUSCO. Il faudrait dire que cette question relevée par Kagame, il faut la prendre au sérieux. Oui. Nous ne devons pas être là en train de s'attaquer. Les discours, oui, la parole c'est aussi une arme. La parole c'est aussi un élément de la diplomatie. Il ne faudra pas attendre longtemps. Quand vous attendez longtemps, venez par le mauvais moment. Kagame a tapé au bon moment pendant qu'il se trouve en France, pendant qu'il y a un sommet. Et vous agitez. Et vous agitez si vous attendez quel moment pour parler. Donc il faudrait saisir l'affaire du bon côté. On ne doit pas attendre longtemps, cher ami. Et il faut aussi ajouter, dire que pour la MONUSCO, moi je suis pour qu'on puisse quand même mettre fin à cette mission. Pourquoi? Parce que jusque-là, depuis qu'elle est ici, l'argent qu'on dépense, on pouvait continuer à mettre ça dans la réforme de notre armée. Au lieu de continuer à cotiser
pour une mission qui ne fait absolument rien. On tue, on égorge du jour au jour à l'est du pays. Les institutions se fragilisent du jour au lendemain et nous continuons à cotiser. Donc il faudrait mettre fin à ça. S'il y a un moyen, que les chefs de l'État s'impliquent, que l'ONU voit comment ils peuvent récupérer leurs troupes et qu'on puisse réformer notre armée, soit recourir, peut-être qu'ils ont cherché à recourir à l'armée kenyane, recourir aux armées voisines, chercher à renforcer la sécurité. Mais la MONUSCO, je suis tout à fait d'accord. Je vais placer un mot avant ce que dit Gauthier. Je suis contre que la mission Niger ne parte dans le contexte actuel. Contre, parce que c'est vrai. J'ai aimé la phrase de Godin Poyi. Godin Poyi a dit il faut respecter nos moyens FARDC parce qu'ils se battent contre le monde. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, sans que l'Est du pays soit balkanisé. J'ai aimé cette phrase. Ils se battent contre les miniers, les internationaux, les gens qui ont beaucoup d'argent, épaules, etc. Tous ces gens-là, ils trouvent leurs intérêts. Et les avions atterrissent là où le Congolais n'arrive pas, dans la bourse, ils prennent l'or de l'Ituri, etc. Ils repartent. Mais cette armée-là résiste pendant plusieurs années. Mais le contexte actuel, Kagame est au courant que l'armée FARDC, pour l'instant, est entachée de quelques faiblesses. Quelques faiblesses, il faut le dire. Alors, la MONUSCO vient en appui. Faut-il rappeler à Gauthier ici que les M23 ont été déboulonnés grâce aux hélicoptères et aux avions de chasse de la MONUSCO? Faut-il rappeler à mon frère Gauthier? Avec la brigade intégrée. Avec la brigade intégrée. Voyez-vous? Et donc, aujourd'hui, avant d'évoquer la question de la fin de mission de la MONUSCO, il faut rendre efficace le FARDC. Et le processus est justement en cours. Voyez-vous? Alors, faire partir la MONUSCO aujourd'hui, c'est faire les lignes des détracteurs de la RDC, notamment du Rwanda. Lorsque Kagame c'est un fait politique, lorsque Kagame prêche pour sa chapelle et il intègre les intérêts congolais qui devraient être discutés au niveau des Congolais, il faut réfléchir de fond. Merci beaucoup, Jésus Bélédou. Merci à vous, BCCI. On a abordé jusque-là le premier thème de l'émission, cette sortie médiatique du président Kagame les Rwandais, notre voisin Kagame, qui parlait du négationnisme en ce qui concerne les génocides congolais contenus dans les rapports mapping 10 ans, 11 ans aujourd'hui. Et cette question de la mise en place du tribunal pénal international pour la RDC, elle est prise à bras le corps par le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, mais je pense que ça trouve écho favorable parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais suivi Denis Mukwege, était je crois à la commission affaires étrangères de l'Assemblée nationale de la France. Il a beaucoup parlé de cette question et il fait aujourd'hui le tour du monde, un peu comme Magellan, pour convaincre la communauté internationale afin de faire justice à toutes ces victimes congolaises. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez d'écouter là ces analyses de deux journalistes congolais, mais celle qui m'intéresse, c'est beaucoup plus l'analyse de Dou-Jésus Bélédou que je partage tout à fait. Et je pense que Dou-Jésus Bélédou a raison lorsqu'il dit que Paul Kagame, connaissant les faiblesses de notre armée, sait pertinemment bien que il peut, à travers cette faiblesse, comment en tout cas mettre en déroute toute l'organisation au sein de nos FARDC. C'est pourquoi il parle notamment de l'insuffisance, on va dire, de résultats par rapport à la MONUSCO. Mais si la MONUSCO n'a pas eu à faire un travail qui a été apprécié, est-ce que la faute doit incomber à la MONUSCO ou plutôt au Conseil de sécurité ou aux Nations Unies qui n'a pas su donner à la MONUSCO, on va dire, ce mandat qui allait lui permettre d'imposer la paix, parce que la MONUSCO devait plutôt imposer la paix. Comment pouvons-nous accepter qu'il y ait autant de morts tout simplement à cause d'un mandat qui n'est pas donné à ce contingent qui est ici en République démocratique du Congo depuis plus ou moins 20 ans. Je pense que c'est à cause de la volonté de la communauté internationale, entre autres, que nous sommes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Néanmoins, il faut quand même reconnaître aussi que grâce à cette MONUSCO, justement, la ville de
Goma, par exemple, n'était pas tombé entre les mains du M23, soutenu par l'armée de Paul Kagame, soutenu par Paul Kagame. Et d'ailleurs, parler des faiblesses de la MONUSCO et envisager très clairement que la MONUSCO puisse quitter la République démocratique du Congo, c'est peut-être favoriser une fois de plus cette faiblesse de la République démocratique du Congo en essayant encore d'alimenter des groupes armés et pour d'essayer de nous mettre en difficulté. Je pense que Dou Jésus Beledou a fait une très bonne lecture, a bien vu où voulait en venir Paul Kagame, et d'ailleurs ses intentions sont très claires. Lorsque vous analysez son acharnement vis-à-vis de notre, moi je l'appelle carrément héros national, le docteur Denis Mukwege, ce n'est pas anodin. Il s'attaque à Denis Mukwege parce que Denis Mukwege justement s'attaque à ceux qui sont des commanditaires de tous ces crimes qui sont commis ici en République démocratique du Congo. Je pense que finalement, c'est vrai que la communication de Paul Kagame a dérangé beaucoup de Congolais, mais au finish, je crois que c'est de la responsabilité des Congolais de pouvoir répondre à tout cela. On peut répondre de plusieurs façons sur le plan médiatique, bien évidemment, mais surtout sur nos propres forces en essayant un tout petit peu de mieux nous organiser, de mieux organiser l'armée et permettre ainsi au FARDC de pouvoir assurer l'intégrité de notre territoire. Nous allons continuer à craindre un pays comme le Rwanda jusqu'à quand? Je pense que c'est un problème d'organisation et petit à petit, cette organisation est peut-être en train d'être mise en place. Vous savez, la corruption est aussi pour beaucoup dans ces problèmes d'organisation et cela dans plusieurs domaines de notre pays et la défense, l'armée n'avait pas en tout cas été exemptée. Nous espérons qu'avec le nouveau leadership, avec ce nouveau gouvernement, les choses vont peu à peu revenir à la normale. Voilà ce dont nous avons voulu partager avec vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de nous laisser aussi en commentaire votre point de vue et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore et activer également la petite cloche de notification. Vous la verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Cliquez donc dessus. Encore une fois, merci d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes d'analyse sur les réelles intentions de Paul Kagame. Cette révélation que nous a fait Dou Jésus Beledou. Paul Kagame aurait adressé une lettre au Vatican au lendemain en tout cas de l'état de siège qui avait été décrété dans deux provinces, rappelez-vous, en Ituri et dans la province du Nord Kivu. Dans quel but wait and see, comme disent les Britanniques. Merci encore une fois, nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.